C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, notre enjeu, Trump, des frappes imminentes contre l'Iran. On se pose la question. Le massacre à huis clos se précise d'heure en heure. Malgré le blackout, vous entendrez des messages très forts dans quelques instants de ceux qui ont réussi à fuir la répression. Il y a une étrange combinaison de signaux contradictoires venant des États-Unis en ce moment. Que va faire Donald Trump, au-delà des déclarations fortes? Mais pic inhabituel de ravitailleurs américains au-dessus du Pacifique. La même chose s'est produite avant les frappes sur les installations nucléaires de l'Iran en juin dernier. Ambassade américaine qui invite ses ressortissants à quitter le pays. Les bases du Qatar également, au Qatar, qui sont évacuées également. Pour certains, ces éléments et plus encore indiquent que c'est bien une intervention militaire qui est sur la table. Et s'il frappe? Cette question. Quels moyens? Ils sont limités en ce moment dans la région, vous le verrez. Et pour quels objectifs? Tuer l'ayatollah Khomeini. En juin dernier, il était dans la ligne de mire. Terré dans un bunker, des dirigeants avaient été abattus, le Mossad à la manœuvre. Un tel scénario est-il possible à nouveau? Vous verrez que ce régime, l'un des plus résilients au monde, est peut-être plus solide qu'il n'y paraît. Mais Donald Trump peut-il faire demi-tour après avoir tant menacé? C'est aussi notre question. Écoutez, regardez. Alors on commence à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé. Je pense qu'ils seront frappés très durement par les États-Unis. S'ils se mettent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, nous interviendrons. Nous les frapperons là où ça fait mal. Nous étudions des options très fortes. S'ils exécutent des manifestants, nous réagirons de manière très forte. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours. Vous êtes spécialiste défense et sécurité. Bonjour à vous, colonel Pierre de Jong. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes consultant défense géopolitique LCI. Lucas Manger, bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales. Et merci beaucoup à vous, Mayar Manchipour, d'être à nouveau au rendez-vous avec nous sur LCI. Champion du monde de boxe français d'origine iranienne. Lundi déjà, vous nous aviez fait l'honneur d'être avec nous et vous nous disiez ne pas avoir de nouvelles de vos proches. Vous nous direz dans un instant si vous en avez un tout petit peu plus. Déjà, je vous vois effectivement faire signe de la tête. Merci d'être avec nous. Le grand dossier Trump des frappes imminentes contre l'Iran, c'est parti. Mais d'abord, il faut regarder. Il faut regarder la réalité de ce que vivent les Iraniens à Téhéran. Des images nous parviennent, elles datent du 12, celles-là. Mais elles nous parviennent que maintenant. Écoutez, le nombre de tirs dans les rues de Téhéran, ces images. Et il nous faut aussi entendre les voix de ceux qui ont vécu l'enfer et qui peuvent en témoigner. À cause de coupures de communication, le blackout de ces derniers jours et de la répression, ils sont rares ces témoignages. Écoutez, regardez celui de ce jeune Iranien qui vient de franchir la frontière entre l'Iran et la Turquie et qui enregistre un message adressé au monde. Il décrit l'horreur et à quel point personne à l'extérieur ne peut se douter de la réalité de ce qu'ils vivent à l'intérieur. الان رسیدم ترکیه بازار بدبختی اصلا حال روحیم خوب نیست همه رو دارن میکشن بچه‌ها رو همه رو دارن میکشن بیرحمانه دارن چراغا رو الان تا ایران نباشی نمیفهمید وضعیت چطوری ترامپه هر کی هست فقط کمک خارجی چشم امید بچه ها همه به شما فقط میتونم حسانمو بهتون میگم جهنم رو دیدم تو ایران این چند روز جهنم رو دیدم گناه داریم خیلی گناه داریم خیلی گناه داریم. Voilà, je vous l'avais dit, c'est très fort, c'est très touchant. Mayar Manchipour, merci encore une fois d'être avec nous. Pardon. Ben voilà, on n'est pas tout à fait imperméable toujours. Je voyais votre signe de la tête. Quelles sont les nouvelles que vous avez de vos proches? Vous n'en avez pas. Rien. Alors, vous savez, quand il y a des catastrophes naturelles, des séismes, des inondations, c'est pas plus simple. Là, c'est pas pire. Là, ce sont des humains, ce sont des compatriotes iraniens qui tirent sur les autres Iraniens pour deux raisons. Certains endoctrinés vraiment, et ne me faites pas de islam ou islamisme, il n'y en a qu'un, endoctrinés par l'islam, et d'autres pour les biens que cet endoctrinement leur apporte. C'est terrible, c'est terrible.
j'arrête pas de le rappeler parce qu'on nous reproche parfois, ils se rendent pas compte, les Iraniens, que notre parole en Occident compte puisqu'elle peut intervenir sur les choix politiques. Mais tous les jours, je remercie mon papa de m'avoir envoyé en France à l'âge de 10 ans et qu'aujourd'hui, ma fille de 15 ans ne vive pas ce qu'a vécu Mahsa Amini il y a 3 années. C'est terrible. Et ce blackout nous fait peur. Nous, vous le savez, vous en parlez assez souvent. On ne sait pas ce qui se passe réellement. On ne sait pas s'il s'agit de tirer sur les gens. On parle vraiment de mitraillettes, ça veut dire de scène de guerre. Alors, j'allais dire c'est inimaginable. Non, nous on le sait. Nous on le sait, c'est leur nature même. On reste ensemble, Maya Monchipour. Encore une fois, je vous remercie d'être avec nous. On lisait la répression vire au massacre. La situation, ce nouveau, est encore largement sous-estimée. Vous êtes allé régulièrement, souvent, en tout cas en Iran, Lucas Manger? Pas récemment, mais j'y suis allé souvent, oui. Je crois que les chiffres d'ailleurs qui s'inscrivent sur le bas de l'écran, entre 12 000 et 20 000 morts, des estimations absolument monstrueuses, il n'y a pas d'autre mot. Les témoignages qu'on vient d'entendre sont absolument bouleversants. Le signe que le régime est en état de panique, c'est la violence de la répression. C'est-à-dire que, à notre connaissance, avec le peu d'informations que l'on a sur l'Iran depuis une semaine, jamais la répression n'a atteint de tel niveau contre des mouvements de rue spontanés. C'est-à-dire que on l'a entendu sur la vidéo que vous montriez tout à l'heure, on l'a entendu dans le témoignage de cet homme qui fuyait en Turquie. Il tire sur tout le monde, sur des enfants. Il y a des témoignages que j'ai lus, comme vous, dans les journaux, dans Le Monde, dans Le Figaro, dans le New York Times, de tirs à la mitrailleuse dans des rues, de gens qui sont des pasdaran infiltrés, parfois déguisés en femmes, qui rentrent dans les manifestations et qui tirent au pistolet à silencieux sur n'importe qui dans les manifestations. Ce bilan, si c'est entre 12 et 20 000 morts, c'est un massacre d'une population à huis clos, puisqu'il y a très peu d'informations qui circulent. On n'ose plus, je n'ose plus, pas embarquer tout le plateau avec moi, mais tirer la moindre conclusion. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas s'ils sont en train de réussir à éteindre toute forme de contestation parce que le niveau de violence est tel que les gens sont terrifiés, et ils sont terrifiés, ou est-ce que c'est le signe de la fin du régime? Honnêtement, je suis incapable de le dire. Mais c'est une question qu'on va se poser en effet, mais je vous soumets cet autre témoignage extrêmement fort à nouveau. Un fichier audio, cette fois, qui a été publié sur une page Instagram, capturant une conversation déchirante entre une personne à l'intérieur de l'Iran, un parent à l'extérieur du pays, au milieu de la coupure totale d'Internet et des canaux de communication bloqués. Si rien n'est fait, tout le monde sera massacré en Iran. C'est indescriptible. Voilà quelques-uns de ces mots, mais écoutez, regardez. Personne ne peut imaginer ce qui est en train de se passer en Iran. Des milliers et des milliers de personnes sont tuées. Nos amis, nos proches, tout le monde se fait tuer en Iran. Soyez notre voix, de sorte que le monde nous entende. Si rien ne se passe dans les jours à venir, ils vont massacrer tout le pays, tout l'Iran. Je le jure au nom de Dieu que je n'exagère pas. On voit de nos propres yeux dans les rues, devant les portes de nos maisons, devant chez nous. Ils ont tué des filles de 16, 17, 18 ans environ. Je ne peux pas donner de nom, car si mon téléphone est sur écoute, si vous pouvez diffuser ma voix dans les médias, sur Internet. Des crimes de guerre ont lieu en Iran, des crimes contre l'humanité. Les chiffres de 10 à 12 000 victimes, c'est une plaisanterie. C'est impossible de décrire les crimes qui sont en train d'être commis en Iran. Maya Monchipour, la cruauté et l'ampleur de la répression lancée par Téhéran, craignez-vous qu'elle puisse finir par en effet étouffer la contestation? Je ne suis pas là-bas, je ne sais pas comment vont réagir ces Iraniens, mes ex-compatriotes. Ce que je sais, c'est que ce pays a donné entre 350 et 500 000 morts pour défendre ses frontières. Une fois que vous êtes dos au mur, vous n'avez pas le choix. Ils savent qu'une ligne a été franchie. On le sait bien que les mollahs tueront jusqu'au dernier pour rester au pouvoir parce qu'ils n'ont nulle part à aller. Mais les Iraniens ne peuvent plus reculer. Là, on est arrivé à un point de rupture. J'espère pour eux, quel qu'en soit le prix à payer, que ça ne s'arrêtera plus jusqu'à les foutre dehors. Vous savez,
j'ai vécu quand j'étais à Téhéran, Khiyaband Valier Asr, une grande avenue, la plus grande avenue historiquement de l'Asie, peuplée de peupliers justement, et on rêvait de voir les mollahs pendus à ces peupliers. Je crois qu'on n'en est pas loin. On reste ensemble encore une fois. En fait, je reste un tout petit peu avec vous parce que j'ai cette question. Est-ce que vous espérez des frappes américaines ? Je ne maîtrise pas. Vous savez ce qu'a fait ce peuple. Alors, ne croyant pas en Dieu, pour moi, il n'y a pas de peuple élu, mais ce peuple exceptionnel qui est le peuple israélien, des frappes ciblées que Israël a réussi en éliminant 750 personnalités importantes du régime iranien. Je ne sais pas à quel point les États-Unis ou Israël en sont capables de le reproduire. Ce qu'on ne veut pas, évidemment, c'est que la population civile soit touchée. L'Iran est un pays très peuplé. C'est pas l'Irak ou la Libye avec quelques oasis. Ce qu'on ne veut pas, aucun Iranien ne veut. Vous voyez la dualité. On veut que ce régime tombe et qu'il y ait le moins de dégâts possible sur la population. Je n'espère rien du tout. Je ne me permettrai pas. Je voudrais me mettre à la place d'un Iranien qui habite sur le territoire iranien. Je crois qu'ils veulent que ça change, quel qu'en soit le prix. On reste ensemble, Mayar Manchipour. Je voudrais vous montrer maintenant des images publiées sur les réseaux sociaux et qui montrent des personnes en deuil dans une morgue de Téhéran, portant des cercueils et scandant « Mort à Khamenei ». Regardez, écoutez. Mais le pouvoir veut également imposer sa communication, orchestrant des événements, notamment autour de la mort de responsables ou de membres des forces de sécurité. Et voyez notamment comme ils en parlent, comme des martyrs à la télé iranienne. Le président de la Fondation des martyrs et des anciens combattants, évoquant le nombre élevé de martyrs lors des attentats terroristes perpétrés par des agents américains et sionistes, a déclaré que plus de 2/3 des victimes étaient des martyrs. Il a ajouté que les martyrs provenaient de tous les milieux, y compris des agents de sécurité tombés sous les balles de toutes sortes. Oui, Elisabeth Shepard-Selam. On est face à un régime, effectivement, qui a le dos au mur, qui est très fort dans la propagande, mais je pense qu'il y a quelque chose, et on le voit dans toutes les vidéos qu'on a vues jusqu'à maintenant, la diaspora iranienne est énorme. Et la diaspora iranienne est très ancrée dans ses racines, avec beaucoup qui ont quand même la famille, je pense à notre ami à distance, qui a encore la famille là-bas, et ils sont très intelligents, ils savent quand même faire passer des messages. Et donc on sait aujourd'hui que cette propagande d'État, ça couvre des massacres de population. Ils peuvent essayer de nous le vendre, ils essaient de le vendre certainement en interne, mais ça ne va pas empêcher les informations, je pense, aujourd'hui, de sortir. Et c'est très important. On a aussi entendu des médecins dans les hôpitaux qui parlaient de beaucoup qui sont tués à bout portant, même dans les yeux, et même je pense que ça doit être les pastarons et les bassigis qui rentrent dans les hôpitaux, ceux qui sont blessés, de les finir dans les hôpitaux. Donc il y a une violence inouïe, mais malgré la propagande, on arrive à savoir un peu. Il y a un nom que l'on doit donner. Erfan Soltani, un nom que nous devons marteler. Erfan Soltani. Il est le premier protestataire qui risque la pendaison. Il a 26 ans, condamné sans procès. Et selon des groupes de défense de droits humains, oui, il doit être pendu. Pour avoir été condamné à mort, il pourrait être le premier manifestant connu à être condamné et exécuté officiellement depuis le début de la contestation. Pour vous, Mayar Manchipour, il est devenu, comme beaucoup, l'un des symboles de la répression en Iran. Tous ces jeunes le sont. Tous ces jeunes sont des symboles d'une répression sans nom. Tous ces jeunes, vous savez, je le dis souvent, ces jeunes, ils aspirent à quoi? Juste à vivre comme nous en France, comme nous en Suisse, aux États-Unis, en Allemagne, pouvoir faire des études, quelle que soit la condition sociale, avoir de l'argent ou pas, pouvoir se joindre à l'autre sexe, qu'on soit une femme ou un homme, et vivre et avoir des enfants, prendre des vacances. Ça nous paraît anodin pour nous. Ils n'y ont pas le droit. Et ce jeune homme, regardez en plus le visage, il me fait marrer parce que le peuple iranien est composé d'une quinzaine d'ethnies différentes.
son visage pourrait être un Européen. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas le même visage que moi. Ça pourrait être un de nos compatriotes français qui se ferait pendre parce qu'il a insulté Dieu, en fait. La peine de mort est souvent prononcée. Alors, je ne connais pas le mot arabe parce que, voilà, vous comprenez que je ne veux même pas le retenir. Il va être pendu. Parfois, ils sont pendus, exécutés pour avoir, par exemple, blessé une force de l'ordre. Mais là, c'est tout simplement insulte à Dieu, tout simplement, parce que il s'est opposé à une république islamique. Permettez-moi de me dire, depuis quelques jours, j'ai changé de stratégie. Il faut nommer les choses par les choses. Comme on dit, on appelle. Il faut appeler. Voilà. Dans la République islamique, il n'y a pas que la République. Merci Maher Monchipour. Le chef de la justice iranienne a déclaré ces dernières heures que des procès expéditifs et des exécutions sont à venir pour ceux qui ont été arrêtés. Et il y a eu de très nombreuses arrestations. On l'a vu, ces responsables, notamment lors d'une visite de prison. Les images ont été largement diffusées, toujours cette communication. Colonel Pierre de Jong. Alors, deux éléments. Le premier, je compare 12 000 femmes, 20 000 hommes, c'est 20 000 morts, c'est incroyable, le chiffre inimaginable. Et je le compare avec la révolte en Syrie en 2011. On avait comptabilisé au bout de 6 mois de révolte 2500 morts. Vous voyez, il y a une différence qui est incroyable. Donc là, on est dans une autre dimension. Et la deuxième chose, pour terminer sur le malheur de ce pauvre garçon là, de 25 ans qui a été jugé et qui malheureusement pourrait être pendu, c'est que la caractéristique des Iraniens, c'est qu'ils pendent les gens à des grues, font monter des grues pour que le supplice dure plus longtemps. Donc là, on est vraiment directement au Moyen-Âge. Et que ce soit visible par la population. C'est surtout ça. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que toutes ces manières de tuer, vous parliez des balles dans les yeux, des passes d'Aran qui arrivent dans les hôpitaux, ça qu'un but, c'est d'imposer une forme de terreur dans toute la population. Leur objectif, c'est que les mères interdisent, alors les mères ou les pères interdisent à leurs enfants d'aller manifester parce que la boucherie qui est en cours devrait terroriser toute la population. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Et des pendaisons avec les grues ont cet objectif, c'est vraiment des pendaisons publiques pour faire en sorte que le maximum de gens voient ce qui peut arriver à quelqu'un qui a juste offensé le régime. Et est-ce que cette pendaison, cette exécution sera la ligne rouge pour Donald Trump? Il a évoqué cette question des exécutions lors de l'une de ses toutes dernières prises de parole. Regardez. S'ils exécutent des manifestants, nous réagirons de manière très forte. Déjà, des exécutions, du coup, il devrait y en avoir. Ça veut dire que vraiment, les Iraniens envoient le message qu'ils s'en fichent absolument de ce que dit Donald Trump. On a bien compris le message. Mais vous, comprenez-vous qu'effectivement, c'est la ligne rouge du président américain ? Il y a plusieurs lignes rouges visiblement parce qu'il est un peu fluctuant. Enfin, depuis le début de la répression, on sent que Donald Trump fait ce type d'annonce comme celle qu'on vient d'entendre. Et puis il y a quelques jours, disait oui, mais il faut faire attention parce que dans les manifestations, on ne sait jamais qui tire sur qui. On sent qu'il y a une hésitation de la part de Donald Trump. Des plans lui ont été présentés à plusieurs reprises et notamment hier à 2 réunions successives à la Maison Blanche. Des plans d'intervention, mais la décision finale est entre ses mains et la décision finale est effectivement une décision délicate à prendre parce que ce ne sera pas, si elle doit avoir lieu, une opération simple. Pardonnez-moi parce que je dois libérer Maher Monchipour et je tiens absolument à le remercier d'avoir été encore une fois au rendez-vous avec nous. Merci beaucoup à vous. Et j'ai envie de vous dire presque malheureusement, je pense que nous nous retrouverons parce qu'on a encore beaucoup de choses à se raconter. Merci beaucoup Maher Monchipour encore une fois. La parole aux Iraniens de la diaspora, c'est important. On en reparlera du devenir de ces gens si jamais ils ont fui. Et nous, écoutez-nous, il ne faut pas les accueillir, surtout pas en France. Merci de nous donner la parole, madame. Merci à vous. Merci à vous. Elisabeth Shepard-Selam, la déclaration de Donald Trump. Donald Trump, alors il y a deux choses. Il y a une partie qui est quand même interne. Il y a quand même beaucoup de pression d'une certaine partie de l'administration pour faire quelque chose. L'Iran, c'est quand même l'ennemi numéro 1 depuis longtemps aux États-Unis, avec quand même Khamenei. Peut-être il se cache dans une bunker, peut-être le reste de la population n'a pas Internet, mais il a une community manager qui garde son Twitter notamment très actif et très insultant vis-à-vis de Donald Trump. Donc il y a aussi une partie d'ego et une partie personnelle. Il y a aussi une partie de l'administration. Et je pense qu'il ne faut pas
il ne faut pas oublier que ce régime a tué beaucoup d'Américains à travers le Hezbollah. Je pense à Beyrouth, les 241 Marines, mais aussi l'ambassade. C'est quelque chose aussi qui, pour les Américains, a un certain sens, beaucoup plus que le Venezuela, par exemple. Il y a aussi l'ambassade comment dire, à Beyrouth. Et puis à Téhéran, bien évidemment. Il y a toute une liste qui font que pour les Américains, ça a beaucoup plus de sens, y compris la diaspora iranienne aux États-Unis, qui est quand même assez importante, que par exemple le Venezuela. Et ça semblerait peut-être se préciser, gardons quand même de la prudence, mais des informations nous parviennent à l'instant, notamment auprès de l'agence Reuters. 2 responsables européens déclarent que l'intervention américaine en Iran semble probable, et l'une de ces 2 sources précisant qu'elle pourrait intervenir dans les prochaines 24 heures. On en parle toujours avec Elisabeth Shepard-Selam, on en parle toujours avec le colonel Pierre de Jong, avec Lucas Manger, et donc nous sommes avec Raphaël Jérusalemi. Merci encore une fois, ancien officier du renseignement militaire israélien. Cette information donc qui est tombée il y a quelques instants, cette source auprès de Reuters, pas le seul indicateur. Bombardiers partis de Hawaï qui ont pris la direction du Moyen-Orient. Ambassade américaine virtuelle qui invite ses ressortissants à quitter le pays. On va vous parler de ces indicateurs difficiles d'y voir clair. Signaux contradictoires du côté de Washington. Mais quand même, pour certains, tout ce que je viens de vous dire indique bel et bien, à tout le moins, une préparation très concrète d'une éventuelle opération. Quels sont ces indicateurs ? On ne patiente pas plus longtemps, colonel. On y va, on en parle ensemble. Le Qatar a confirmé, donc je le disais, le départ de centaines de personnels de la base aérienne d'Al Udeid, invoquant, je cite, des tensions régionales autour de l'Iran. Il faut savoir que les Américains ont un dispositif extrêmement dense autour de l'Iran. Alors la base de Al Udeid est la base la plus connue. Il y a plus de 10 000 Américains, mais également des Britanniques, il y a des Français. Vous la connaissez, cette base? Oui, bien sûr, c'est une énorme base. Sachant que ce n'est pas la seule. À Bahreïn, vous avez une base navale qui est extrêmement importante. Bahreïn, c'est juste à côté. Vous avez également des bases, comment dire, en Arabie Saoudite. Vous avez des bases en Irak. Donc vous avez tout un chapelet de bases, en fait, qui entoure le golfe Persique en direction de l'Iran. Donc effectivement, à partir de ces bases, pourraient se monter des opérations, je dirais, de rétorsion aérienne principalement, en direction de l'Iran. Il y a un point très important qui est totalement factuel, c'est que les opérations au Venezuela, en fait, ont dégarni le dispositif maritime américain, puisque les porte-avions sont du côté de l'Atlantique plutôt que du côté du golfe Persique et de l'océan Indien. Donc c'est ça un peu le problème. Donc visiblement, s'il y a une opération militaire, ce sera une opération aérienne. Et les ambassades également, ambassades virtuelles qui incitent les ressortissants. Alors évidemment, il faut savoir que en juin 2025, donc il y a quelques mois, les Iraniens ont tiré 14 missiles sur la base d'Al Udeid, et deuxième point, ils ont tiré des missiles sur le consulat à Erbil, en Irak. Donc ça n'a pas fonctionné parce que les patriotes étaient présents, donc ça a détruit les missiles. Mais on voit que les distances sont très courtes. On est sur des distances de l'ordre de 150 à 500, 600 km. Donc on est vraiment dans la gamme de tirs possibles par les missiles iraniens. Il faut se rappeler qu'en juin dernier, l'Iran avait riposté en visant des bases américaines au Qatar. Exactement. Il faut le garder en tête, c'est très important. Oui, c'est la plus grosse base. Et c'est le centre de commandement pour le golfe Persique, en plus des Américains. Donc c'est extrêmement symbolique. Extrêmement important. Écoutez Donald Trump qui a conseillé lui-même aux Américains de partir d'Iran ces dernières heures. Regardez. Je dirais que ce n'est pas une mauvaise idée qu'ils partent. Je pense que les Américains sur place devraient partir. On a observé également un pic, colonel, inhabituel de ravitailleurs américains au-dessus du Pacifique, posture possiblement liée à l'Iran, selon vous? Il faut savoir que la flotte de ravitailleurs américaine est énorme, c'est en gros 600 avions, c'est absolument colossal. Et ça, c'est vraiment c'est le game changer. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre l'ensemble des avions qu'on veut partout, ils ont des portées plus ou moins courtes, plus ou moins longues. En fait, le système fonctionne avec la logistique, donc il faut les approvisionner en carburant, en kérosène. Et donc, en fait, cette flotte permet, encore une fois, d'agir. J'ai vu Diego Garcia sur votre carte. Cette base est fondamentale. Moi, je la connais, j'y suis allé plusieurs fois, 2 fois exactement, en plein centre de l'océan Indien. Et cette base est basée à 3000 km de tout. Premier point. Deuxième point, c'est une base militaire américaine, 100% américaine. Le troisième point, c'est qu'à partir de là, on peut stocker, entre guillemets, le nombre d'avions qu'on veut, des avions de chasse, des bombardiers principalement, et évidemment des ravitailleurs. Et à partir de là, en fait, il peut y avoir une espèce de concentration progressive à partir de toutes les bases américaines, et Dieu sait s'il y en a. Je vous rappelle que les forces américaines aériennes, c'est 5500 avions. Donc c'est une force absolument colossale. Donc le porte-avions n'est pas nécessaire, n'est pas utile. Enfin, il servirait, mais concrètement, on peut s'en passer. Et ce modèle armée de l'air, à partir de Diego Garcia, qui est en fait une espèce de centre de distribution
munitions, des moyens, et qui pourront se répartir sur l'Iran. Donc ça, c'est un moyen extrêmement puissant, parce qu'en fait, ils vont faire du stockage de moyens, et à partir de la décision du chef de l'État américain, mais ils engageront en fonction de toute une série d'éléments. C'est un point très important. Enfin, il ne faut pas oublier, il y a comme des sous-marins capables de lancer des Tomahawk, donc c'est des missiles de croisière, et ils en ont en très grand nombre, qui peuvent évidemment atteindre l'Iran sans aucun problème. Donc tout ça fait qu'il y a une énorme concentration de moyens, ce qui fait que dans le rapport de force, il n'y a pas de discussion. On voit bien que le système américain est tellement puissant, c'est qu'ils peuvent rayer de la carte l'Iran. Le problème, c'est l'effet de souffle. Si vous avez un effet de souffle, évidemment, les Iraniens ne bougeront pas. S'il n'y a pas d'effet de souffle, il peut y avoir des répercussions extrêmement importantes sur les manifestants iraniens. Et donc maintenant, merci beaucoup, colonel. La question, c'est de savoir s'il va se décider à faire lancer une frappe, le président américain. On prend la direction de Washington. Pour vous retrouver, Justine Jankowski, merci beaucoup d'être avec nous en direct avec Mathieu Derrien. Cette question, Donald Trump est-il allé trop loin dans ses menaces ces dernières heures pour pouvoir faire demi-tour? Un très grand spécialiste de l'Iran sur CNN a déclaré ces dernières heures, mais Donald Trump a menacé à 7 reprises l'Iran en quelques jours. Il ne peut pas faire machine arrière. Qu'en dites-vous depuis Washington ? Ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile de spéculer sur les intentions de Donald Trump. On a vu depuis le début de son second mandat à quel point il pouvait être imprévisible, changer d'avis. On l'a vu notamment par exemple sur le sujet des droits de douane. Et s'il n'a toujours pas pris de décision, ou en tout cas s'il n'a toujours pas communiqué de décision, c'est tout simplement parce que les enjeux sont très grands, les enjeux d'une potentielle frappe. D'abord des risques sur le plan international, sur le plan diplomatique. Le Pentagone craint des représailles de la part du régime iranien et craint également un embrasement dans la région. C'est notamment l'inquiétude du vice-président J.D. Vance. Ça, c'est pour le côté international. Et puis, il y a aussi un risque sur le plan interne. Rappelez-vous, l'été dernier, la frappe que Donald Trump avait ordonnée sur les installations nucléaires iraniennes, elle n'avait pas du tout fait l'unanimité dans son propre camp. Et aujourd'hui aussi, les républicains ne sont pas du tout unis derrière Donald Trump. On a entendu, par exemple, en début de semaine, son ancien conseiller Steve Bannon qui s'exprimait dans son talk show. Il est très populaire ici aux États-Unis, qui disait qu'il était complètement contre une intervention en Iran. Alors, ça n'a pas forcément arrêté Donald Trump par le passé, mais c'est vrai qu'on se demande s'il décide d'y aller, s'il décide d'attaquer, comment il va justifier ça auprès de ses partisans, auprès de sa base électorale. Justine Jankowski, merci beaucoup avec Mathieu Derrien. Merci à tous les deux. Et de Washington, nous partons retrouver Raphaël Jérusalemi. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien du renseignement israélien. Je le rappelle à nos téléspectateurs, des officiels européens ont parlé à Reuters. Ils disent que l'intervention militaire américaine en Iran serait probable, mais l'un d'eux va plus loin, précisant qu'elle pourrait intervenir dans les 24 prochaines heures. Et dans cette même dépêche Reuters, Raphaël Jérusalemi, on apprend qu'un officiel israélien assure que Trump a pris sa décision. De vos réseaux, de vos canaux, de ce qui se dit en Israël, très informés et obligés aussi, si ça se précise, de se préparer. Que savez-vous, que pouvez-vous nous dire ? Alors, le véritable problème, il va y avoir une opération. Le problème, c'est les différentes phases de cette opération. Et le grand point d'interrogation, c'est le dosage. Et point d'interrogation par rapport aux Iraniens. Même si les Américains entament une campagne limitée, est-ce que les Iraniens respecteront ce dosage ou est-ce que leur réponse sera disproportionnée? Est-ce que leur riposte sera dangereux pour le reste de la région, pour le Proche-Orient, pour déstabiliser toute cette région? Il faut donc ici voir qu'il y a à long terme, c'est-à-dire si aujourd'hui si cette nuit on entame une opération à l'interne en Iran avec des sabotages, du cyber, même des forces spéciales qui tenteraient d'atteindre l'ayatollah Khamenei, il n'y a pas encore suffisamment de déploiement d'avions et de troupes américaines dans la région pour la suprématie aérienne qui est indispensable pour assurer qu'il n'y ait pas de riposte iranienne inquiétante avec des missiles. L'armée de l'air iranienne, n'en parlons pas, elle est pratiquement inexistante, elle est désuète, obsolète, mais par contre, il y a un millier de missiles balistiques, il y a des milliers de missiles de croisière, des drones, il y a un arsenal qui doit être neutralisé
absolument, même si on envisage qu'une campagne limitée, parce qu'il faut ne pas prendre le risque que cet arsenal soit utilisé. Et ça demande la suprématie aérienne, ça demande la présence de bombardiers, de F-35, et peut-être aussi de détruire les défenses antiaériennes iraniennes tout de suite d'entrée de jeu. On reste ensemble, Raphaël Jérusalemi, mais effectivement, la question de l'adéquation des moyens avec les ambitions, avec les moyens dont disposent les États-Unis dans la région actuellement, sachant qu'une partie de leurs moyens est en mer de Chine, que pourrait-il faire Donald Trump dans les 24 prochaines heures en termes d'action ? Encore une fois, c'est des actions aériennes. Il y aura toujours une partie conventionnelle et non conventionnelle. Dans la partie conventionnelle, c'est une évidence, c'est des opérations aériennes. Maintenant, je vous rappelle qu'à Bahreïn, vous avez une base, vous avez la 5e flotte américaine, qui est relativement consistante. Il y a pas mal de bateaux. Donc, à partir de là, c'est des moyens de combat, sont des vecteurs. Donc, ces bateaux sont sortis, sont dans le Golfe Persique. Ils peuvent tirer des tomahawks, ils peuvent tirer tout ce que vous voulez. Donc, encore une fois, il y a une suprématie américaine qui ne se discute pas. C'est pas le sujet. Par contre, on voit bien que, comme le dit votre intervenant, et ça c'est vraiment excellent. Pourquoi ? Parce que on voit bien que comment gérer la suite très concrètement. Les Iraniens, le gouvernement iranien, comment va-t-il gérer la suite ? Il tire dans le tas, il continue d'en tuer 20 000, 30 000. Donc ça va obliger les Américains à aller très fort. C'est pour ça que l'effet de soupe est fondamental. Soit ça s'arrête tout de suite, soit c'est un carnage. Et là on revient sur un modèle de la guerre syrienne qui peut durer pendant 10 ans, avec un Daesh qui réapparaît, avec une espèce d'explosion, les Kurdes qui partent, une dégradation totale de la situation politique au sein de l'Iran. Et ça c'est dramatique pour l'ensemble de la région. Et les Israéliens en sont parfaitement conscients. C'est ce que ne veut absolument pas Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, qui avait fait campagne en disant qu'il était un homme de paix et qu'il ne ferait pas de guerre, semble être en train, au contraire, d'accepter que ses armées fassent des actions extrêmement courtes dans le temps, extrêmement efficaces en termes de résultats. Mais il doit y avoir des gens à Washington qui lui disent « Attention !» Si on s'engage là-dedans et que ça dure 2 ans et qu'il faut, au final, et sans compter ce que vient de dire le colonel, c'est-à-dire que si jamais des frappes américaines déclenchent encore plus de répression contre la population et que ça devient complètement inarrêtable, il n'y aura pas d'autre solution que d'envoyer plus de troupes, enfin des troupes au sol, ça sera une autre dimension. Je pense que le calcul, et c'est ce qu'on disait à Jérusalem à l'instant, c'est-à-dire que le calcul, il est vraiment entre l'efficacité des frappes si elles ont lieu et le risque d'un embrasement général de l'Iran devenu incontrôlable, parce qu'il y a encore, les forces armées iraniennes, on en parlera tout à l'heure, mais elles ne sont pas du tout à l'arrêt ni tétanisées pour le moment. Et certains craignent même qu'il y ait un effet drapeau, c'est-à-dire qu'en cas de frappe venue de l'étranger, certains se resserrent autour du pouvoir en place. Est-ce que vous croyez à l'intervention dans les 24 heures ? Est-ce que vous croyez à une doctrine Trump qui serait celle-ci ? Ceci dit, il a beaucoup changé, Donald Trump. 2016, son mandat, c'était de dire pas d'intervention militaire à l'extérieur. Il y a des informations qui sont sorties ces dernières heures qui donnent ce chiffre, 672 frappes et plus de 1000 morts. Ce sont les chiffres de l'administration Trump en 1 an, et on est bien au-delà des 4 ans de Biden. Donc, ça vous semblerait cohérent de voir un Donald Trump agir par la force et par la frappe ? Je rappelle que même pendant son premier mandat, il n'a quand même pas hésité. Je pense à Soleimani, je pense aussi en Syrie. Quand il faut frapper, il frappe. Il n'a jamais été, j'ai entendu beaucoup qui disaient, il ne veut pas la guerre, mais il n'a pas peur de frappe nécessaire. Donc je pense que pour plusieurs raisons, notamment il s'est tellement engagé, ses discours sont quand même très forts. S'il revient alors que son objectif c'est quand même America First, America très fort. Un Amérique très fort ne va pas revenir en arrière après tel propos. Et quant à l'intervention américaine dans les 24 heures ? Alors moi je n'aime pas mettre un horloge, un chronomètre sur ça, mais vous revenez d'Israël et vous savez que l'inquiétude, elle est quand même réelle. L'inquiétude est réelle. De toute façon, l'inquiétude, quand on est dans la région, est réelle. On parle aussi des inspections des abris publics pour s'il faut les réutiliser, parce que bien évidemment, les abris sont très importants en Israël. Parmi mes collègues, c'est quelque chose qui se discutait, parce que le problème, c'est que l'Iran peut effectivement frapper Al-Udeid ou les bases qui sont au Qatar ou au Bahreïn, mais ça pose des autres problèmes avec les voisins. Par contre, frapper Israël, ça leur pose aucunement un souci. Donc ça peut être même leur première cible pour des représailles. Mais dans les 24 heures, peut-être pas
peut-être. Moi, je rejoins Raphaël Jérusalemi qui dit c'est une question de dosage. Moi, je pense que c'est pas une question c'est une question de quel choix, quel dosage, et pas simplement de quand. C'est vraiment les dernières, je vais dire, les dernières solutions. C'est ce qui peut frapper, mais tout dépend de la cible, encore une fois. Trump aurait reçu une liste détaillée de 50 cibles, c'est ce que dit le Daily Mail ces dernières heures. Et un groupe basé aux États-Unis a remis à la Maison-Blanche un dossier, 50 cibles, incluant les coordonnées exactes du quartier général des gardiens de la Révolution à Téhéran, décrit comme le centre de commandement du régime pour réprimer les manifestations. La liste également cartographie des sous-quartiers régionaux, 23 bases basiges à travers Téhéran. Ça renforce l'idée d'une intervention par la décapitation des forces de sécurité. Oui, en tout cas d'essayer de décapiter au maximum les décideurs, c'est-à-dire ceux qui sont les relais du régime dans les armées, dans les forces de renseignement, dans les forces de répression, parce que c'est de très nombreux soldats en Iran. Donc il s'agit, évidemment, ils vont pas, même avec 50 frappes, décimer toute l'armée iranienne. C'est juste de créer un effet de choc et de stupeur et de tuer un certain nombre de décideurs militaires, pour faire en sorte que ça désorganise intégralement la répression contre les civils. Alors cette question, beaucoup plus précise maintenant, Trump pourrait-il viser, cibler directement l'ayatollah, tenter de l'assassiner? En juin dernier, on le rappelle, il était dans le viseur, le guide suprême de la République, obligé de se terrer dans un bunker au nord-est de Téhéran, en compagnie de son fils, pressenti pour lui succéder. Et on avait bien compris, Raphaël Jérusalemi, merci encore une fois d'être avec nous, que le Mossad avait beaucoup travaillé dans la traque de dirigeants. Certains avaient même été tués. Ça avait été une opération absolument spectaculaire, Rising Lion à l'époque. Est-ce qu'une telle opération peut être envisagée aujourd'hui? Dans mon souvenir, cette opération, elle avait dû être préparée depuis un bon moment. Est-ce qu'on pourrait reproduire une telle chose, en tout cas les Américains ou les Israéliens s'ils le souhaitaient? Absolument. C'est plutôt le timing. Là, alors on a parlé de dosage auparavant, maintenant on va parler de timing. À quel moment attaquer sans prendre au guide suprême serait-il bon de le faire? Par exemple, si on le fait maintenant, en ce moment, on se prive peut-être de quelqu'un pour négocier le jour d'après. Car si on élimine l'ayatollah Khamenei et les mollahs, ça met en place un nouveau régime qui est le régime militaire, le régime des gardiens de la Révolution, qui prendrait le contrôle de l'Iran, en tous les cas temporairement. Est-ce que, malheureusement, l'ayatollah Khamenei et ses sbires n'ont émis aucun signal qui permette de les considérer comme des négociateurs possibles s'il y avait un apaisement, une accalmie après une frappe américaine? Au contraire, ils ont durci leur position, ils ont aggravé les atrocités humanitaires qu'ils commettent, ils se donc posent eux-mêmes en cible. Il faut vraiment se débarrasser d'eux. Ils n'ont donné aucun autre signal qu'ils pourraient être utiles au jour d'après. Et donc, l'avantage par rapport à Maduro, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement de capturer l'ayatollah Khamenei vivant. On peut donc l'éliminer. La question est comment sera-t-il éliminé? Faut-il véritablement des tonnes et des tonnes de bombes pour détruire son bunker? Il y en a plusieurs en plus de bunkers qui sont en plus de 40 mètres sous terre avec des réserves, des protections. Ou alors s'agit-il d'une opération des forces spéciales, une opération commando de pénétration donc de ces bunkers? Dans tous les cas de figure, il y a l'information, on sait où sont les bunkers, on connaît les protocoles, on connaît l'entourage immédiat et l'entourage moins rapproché de Khamenei, on connaît ses habitudes. C'est pas un souci véritablement sur le plan technique de l'atteindre. Je reviens vers vous, juste je vous donne une information. Au moins 3428 manifestants tués depuis le début de la contestation et 10 000 arrestations selon une ONG. Les chiffres varient beaucoup, mais voilà, ceux-là viennent de tomber. Raphaël Jérusalemi, le service secret israélien a une grande habitude de mener des opérations en Iran, on le sait. Mais après l'opération de juin, est-ce que le Mossad bénéficie toujours de complicité importante de personnes à l'intérieur du régime pour des raisons diverses et qui pourraient intervenir? Oui, absolument. Je commencerai par dire que les chiffres du Mossad, c'est plus de 6 000 morts, puis 6 000 manifestants tués, donc le double de ce qui est annoncé. Et ces chiffres sont obtenus justement par les complicités locales
qui sont toujours là. Non, ça n'a pas changé. Au contraire, je pense que ça a dû même s'améliorer depuis la guerre des 12 jours en juin dernier. Il y a des complicités locales dans toutes les strates de l'opposition iranienne, que ce soit chez les Baloutches, que ce soit chez les étudiants, dans les mouvements ouvriers, les syndicats, même la mafia, mais aussi une infiltration beaucoup plus importante pour la stratégie à suivre du gouvernement, de l'armée, surtout de l'armée régulière. N'oublions pas qu'il y a de l'eau dans le gaz entre l'armée régulière iranienne et les gardiens de la révolution, et on peut exploiter ces différents et on peut essayer de tabler sur le fait que certains généraux de l'armée régulière iranienne pourraient avoir des ambitions de prendre au moins le contrôle temporairement, en transition aussi, de l'Iran, quelque chose à exploiter, et les agents du Mossad sont infiltrés et ont des complices au sein de l'armée iranienne. On reste ensemble, merci beaucoup. Allez-y, Elisabeth Shepard. Je rappelle quand même que Ismail Haniyeh, le dirigeant, un des dirigeants du Hamas, a été tué dans un logement des corps de garde de la Révolution par le Mossad, par les services israéliens. Les Israéliens ont la connaissance et le savoir-faire, si on peut appeler ça un savoir-faire, pour atteindre des cibles très importantes. Ils l'ont montré et ils ont assez infiltré. Moi, je pense que plus que le CIA, justement, qui, je pense, n'a peut-être pas le même savoir-faire, ça pourrait être, en tout cas, le CIA pourrait être aidé par des agents, notamment du Mossad sur place, parce qu'ils ont clairement, pour différentes raisons, comme disait M. Jérézolami, un réseau très important sur place. Alors, est-ce qu'il a vraiment intérêt à voir mourir l'ayatollah Donald Trump? Certains disent que plutôt qu'une frappe, il pourrait finalement atterrir sur la question d'une négociation, d'un accord sur le nucléaire iranien. Aurait-il besoin de lui dans ce cadre-là? Il pourrait négocier. C'est normalement l'objectif prioritaire de Donald Trump, c'est empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Sauf que là, on est passé dans une autre dimension. On parlait tout à l'heure de négociation. Il y a des gens qu'on n'entend absolument pas, et c'est sans doute à dessein, sont ce qu'on appelait les réformateurs iraniens, c'est-à-dire des gens qui étaient. On peut citer par exemple l'ancien président Rouhani, qui était allé rencontrer Obama aux États-Unis. Il y a un certain nombre de dirigeants politiques iraniens qui font partie du système et qui n'ont jamais critiqué le guide, mais qui ont cherché à différentes périodes du pouvoir de la République islamique d'Iran à faire bouger des lignes. Il y a eu plusieurs dirigeants, des ministres, des présidents, Rafsanjani, Rouhani. Ces gens-là, à ma connaissance, aussi parce qu'on n'a plus d'informations du tout, on ne les entend absolument pas. Mais ce sont des dirigeants politiques iraniens qui ont eu beaucoup de contacts avec les Occidentaux et qui, à leur manière, ont cherché à assouplir un petit peu le régime. Ils ont échoué. Ce sont peut-être des gens sur lesquels des négociateurs en Europe, aux États-Unis, en Israël, avec qui peut-être ils ont discuté. Là, c'est peu probable qu'ils parlent beaucoup en ce moment. Mais il y a des gens sur qui il ne faut pas juste voir le pouvoir iranien comme quelque chose de monolithique. Il y a des gens qui ont discuté beaucoup, y compris au moment des négociations sur le nucléaire. Il y a des immenses diplomates iraniens. C'est pas un bloc. Là, ce qu'on voit, depuis quelques jours, c'est la machine répressive la plus féroce et la plus brutale du régime. Mais il ne faut pas oublier que l'Iran est un pays de gens extrêmement éduqués, avec une diplomatie extrêmement puissante, qui a été puissante, et que ces gens-là, j'imagine qu'à la CIA, au Mossad, dans les services européens, on discute avec eux.